est sur le Courberia. Le Courberia va tout droit à la place Saint-Bruno, qui au début du siècle dernier était le bastion ouvrier. C'est de là que partaient toutes les manifestations. Et maintenant, c'est le quartier qui est en train d'être boboisé, technifié par l'arrivée de tous les ingénieurs, techniciens, chercheurs qui vont travailler à Minatec à côté. Bienvenue à Grenoble. On est à Grenoble. Au fond, c'est le Vercors. Tout le monde est d'accord sur l'objectif, que ce soit la gauche, la droite, les écolos. Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que la technoscience ici tient la place que tenait le charbon autrefois dans le Pas-de-Calais, l'acier en Lorraine, la viticulture dans le Bordelais et je ne sais pas quoi. Elle a une position plus que dominante, c'est presque un monopole. L'information, elle n'est pas secrète, mais elle est tellement discrète que si on n'est pas professionnel, si on n'est pas directement concerné de par son activité professionnelle, de scientifique ou d'industriel ou d'élu politique, eh ben, il y a peu de chances qu'on n'en sache rien. On le sait après coup, on le sait quand c'est fait. Le Dauphiné, enfin le Daubé on dit ici, le Daubé pendant 4 ans n'a pas publié une ligne de critique ou de la moindre prise de distance par rapport soit au projet Minatec, soit aux nanosciences et aux nanotechnologies en général. C'est vraiment une chape de plomb. Finalement, on fait un peu ce que faisaient les Russes de l'époque soviétique, quand ils lisaient les Izvestia, la Pravda ou Traud, et entre les lignes, dans ce qui était dit, dans ce qui n'était pas dit, à force de recoupement, ils comprenaient à peu près l'état des affaires. Bon, c'est ce que nous avons fait sur notre ville, sur notre technopole. Ensuite, ces informations, on les a reliées entre elles, parce que les faits ne parlent pas d'eux-mêmes. Si les faits parlaient d'eux-mêmes, Grenoble serait à feu et à sang. Donc voilà, là on est juste derrière le quartier Europol, sur le chantier Minatec. C'est cette grue qui était occupée le 14 décembre dernier. Donc ici, il y avait 6 occupants qui étaient montés nuitamment, enfin, au petit matin dans la grue et qui avaient accroché 2 banderoles qui disaient nanotechnologie maxi contrôle et on arrête tout. Et puis là, devant, sur le parking, il y avait une 40aine de personnes qui distribuaient des tracts à la population et aux voitures qui s'arrêtaient au feu rouge. Et la grue était occupée à 6 h du matin. À 7 h 30, toute la ville était au courant. Entre les distributions de tracts, les radios, les diffusions électroniques, tout le monde le savait. This parliament was built for the Austro-Hungarian Empire, so it's a very big parliament. It's a huge parliament for the size of the country. The Americanization. It's globalization. We're in Kuala Lumpur last time, and we found that the shops were exactly like on the Aberdeen High Street. Union Street. Cheers to you. Egészségedre. Igen? Egészségedre. Very dangerous. Egészségedre. The interviewer asked me, would you eat it? I said no, if I could avoid. I certainly would not eat it.
The other point I made was and that was the real Killer, in a sense. that was the real killer. I said that we have the laboratories, we have the laboratory animals to test the safety or the lack of safety of genetically modified foods. We should not use our fellow citizens as guinea pigs. And everybody understood the message. There's no problem about it. I didn't say anything. I was accused of disclosing things without peer review and publishing it on television. But I never disclose any data or any real research work. When you have 150 seconds, 12 sentences, that you really have to give the punchline. And that was it. And they would never forgive me for that. The basic problem, I think, that so much money is invested in the technology, because it sounds so wonderful and so simple, that if you want to produce, let's say, a cold-resistant plant, you just take the gene which will make it cold-resistant, you insert it, and that's it. What a big business. What an excellent idea. Wouldn't it be nice to be able to grow strawberries on the North Pole, or tea in France, and cocoa instead of importing it, and you just have to transfer this or that gene. It's made out so easy. So it's very easy to get venture capital from the banks for developing the product. But when you get there and when you develop your product and it's not so nice and there are some problems, you rather keep quiet about it because you still want to have more money to develop it properly. But the bank who provided with you money want to have a quick buck, a quick profit. So if they figure out that, okay, you did something, but there are side effects, they are not so keen to advertise the side effect because then you can't sell your product. So they won't get the profit back. My view was at the time, and it still is, and it's been just reinforced, because of the technology they are using is based on something which is not proper science. It's this one gene, one protein theory. Therefore, it needs to be looked in very, very seriously, because if you are using an idea that has been proved to be wrong, then the most fair-minded person will draw the conclusion that probably the products will be wrong as well. So we need more and more assurances that whether it is right or wrong, but if you are just simply because of financial restrictions, you just say that, oh, we don't need this because these are safe, who the hell tells them? Is it God telling them that it is safe? The reason why we are going, because there will be a 14-week course on the possible dangers of genetic engineering. The course will go into details of what are the possible dangers and how to do risk analysis, what we should do before any genetically modified crop is allowed into the human food chain. And this is a unique course because there is no such course anywhere else in the world. Театр комедии Санкт-Петербурга представляет Игоря Дмитриева и Энну Сиганшину в спектакле «Милый лжец». 11 марта, Дом офицеров. 276 75 74 609 09 18. La théorie des faibles doses, peut-être faut-il rappeler de quoi il s'agit, hein, et que tout simplement
ce que l'on ingère comme radionucléides en mangeant, même hors de la zone contaminée, n'est-ce pas, est-il porteur de générateurs de pathologies particulières? Alors, un certain nombre de scientifiques, dont Bandajewski, ont commencé à travailler sur ce problème et en ont déduit que c'était bien le cas. Alors, c'est quelque chose qui est assez difficile à appréhender parce que d'habitude, pour les profanes, comme moi, voilà, l'irradiation, les choses comme ça, hop, c'est cancer de la thyroïde, point, c'est tout. Non. S'il y a un problème de faible dose, c'est la faible dose chez un enfant qui vit dans une région contaminée, qui va provoquer des problèmes cardiaques, des problèmes oculaires, toutes sortes de choses qu'on n'associe pas, du moins, aux pathologies issues du nucléaire. Le professeur Bandajewski, en soulevant ce lièvre-là, a évidemment pas mal inquiété de gens sur place. On voit pourquoi. Si les faibles doses sont dangereuses, il est évident qu'on ne peut pas rester sans avoir de faibles doses. Et par conséquent, il faut partir. Et on voit assez bien comment une théorie pareille n'est pas bien accueillie par les autorités biélorusses, parce que tout simplement, ça fait du problème quelque chose qui est quasiment insurmontable. Alors maintenant, à l'étranger. Alors à l'étranger, je dirais que cette théorie des faibles doses, encore une fois, autant que je le sache, est controversée, mais elle n'est pas plus controversée que n'importe quelle autre théorie scientifique. C'est-à-dire que moi j'ai entendu des spécialistes français me dire faible dose, je veux bien qu'on m'explique, qu'on me donne des résultats, et je suis prêt à y croire. Конечно, вот все наши действия направлены, чтобы чем-то людям помочь. Но по-хорошему, если бы я мог принимать решение, я бы всю молодежь забрал бы и увез в новый район. Вот поэтому, значит, конечно, пока люди живут, надо здесь, чтобы и врачи, и учителя, надо помогать. Я считаю, вот это как поле боя, отсюда врач, учитель, социальный работник, они должны уходить последними. Я слушал ее замечание, говорит, что что-то дети стали хуже соображать. Но мои украинские коллеги установили, что цезий имеет токсичность, и попадая в кору головного мозга, на уровне нейронов электрические сигналы выходят медленнее. То есть не потому, что дети там тупые, а это мы их загрязнили средой. Я думаю, что очень богатое ведомство, так сказать, МАГАТЭ, Международное агентство по атомной энергии, оно может заказать такие проекты, которые связаны в основном собрать информацию, показать, что нет больших последствий, потому что если бы дали правду у нас, то я думаю, что большинство стран начали бы сворачивать развитие атомных станций. Хорошо, я может, чуть-чуть даже Вот большой фильм вы посмотрели, да? У нас для Беларуси, это, конечно, сколько людей поуезжало, какая природа. Вот посмотрите эти места загрязненные, где зоны, куда не пускают. Там же так красиво было когда-то. Очень красиво, просто вот очень жалко всего этого, что у нас так красиво все это. Вы знаете, когда авария это произошла, я ходила в школу, 6 класс. Да? Но, может, тогда это не сильно мы еще как-то воспринимали, что это такая трагедия большая. Вот я вспоминаю, он на философию толкнул. Это первые дни мая 1986 года. Я на Гомельском вокзале.
Но я до этого уже был генеральный конструктор вот, армейской атомной станции. То есть я считал, что атомная энергетика – это спасение от энергетического голода. Все. Это мое было убеждение. Это мы стали профессором, доктором, членом академии. Все я был. То есть я был очень успешный человек. Но когда я увидел сотни тысяч детей, их как котят, кидают в поезд, заходят молоденькие медсестры, мама отрывает, как войну. Мне вспомнилась война. У меня хватило ума сразу отказаться вот на вокзале, когда видел детей, и сказал, что я больше ядерной энергетикой не буду работать. А надо использовать тот потенциал, который есть в институте и у меня, для того, чтобы организовать хорошую радиационную защиту населения. Вот мы сначала создали в этих примерно 370 центров в самых тяжелых деревнях. И очень много потратили сил на изготовление, мы сюда наладили производство дозиметров, приборы для контроля продуктов питания. Тогда возник вопрос, а сколько же дети имеют накопления? Минздрав сказал, что ничего страшного, дети имеют молодой организм, радиация очень быстро очищается. В государстве были приборы контроля, спектрометры излучения человека. Они были в Минске, в области, в районах. А главное загрязнение продуктов питания, больше 50%, производится в селе. Вот там как раз такого контроля не было. Где-то, наверное, с 1994 года мы начали работать с Юрием Бадажевским. И когда мы видели большие накопления, мы передавали ему. И вот он установил, что на уровне 50-30 беккерелей на килограмм идет уже патология жизненно важных органов. Вот такое заключение медиков, которые работали с Бандажевским. Он сам патологоанатом, поэтому он смог посмотреть многих сотни умерших детей и увидел, что есть поражение почек. Галина Бандажевская, она сама детский врач, терапевт, кардиолог. Они, тех детей, что мы измеряли, они смогли посмотреть и установили дозовую зависимость. Если, например, у ребенка есть 50 беккерелей на килограмм внутри организма, то сердце в это время будет где-то 150-200 беккерелей. И только у 20% детей нормально работает сердце, а 80% имеет нарушение. Дело в том, что я могу только один пример. Вот тот институт, который был создан профессором Бандажевским в Гомеле и выполнял в Беларуси единственную функцию изучить последствия Чернобыльской катастрофы, 5 лет уже Бандажевского нет. Руководство этого института за эти 5 лет ни одной работы не вышло под грифом влияния радиации на здоровье людей. Если ворота. Вот, если ход есть. Вот через эти ворота. Вот не могу. Что-то закрыто. Сейчас пойдем. Nous, on dit qu'il ne faut pas se préparer à un accident nucléaire pour 2 raisons. Parce que d'abord, c'est dérisoire, avec les distributions de pastilloles, les exercices d'évacuation. Qu'est-ce qui peut empêcher un accident nucléaire? Qu'est-ce qui peut limiter la progression du nuage radioactif? Et puis surtout, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas se préparer à l'accident, après l'accident nucléaire. Il faut empêcher que l'accident nucléaire n'arrive. Ah ben nous, on a une solution, sortir du nucléaire, faire vite, plus vite et sans traverser. Ah oui, d'accord, mais c'est pas une catastrophe, c'est pas un Tchernobyl.
l'utilisation c'est au-delà de la question si vous êtes pour ou pas de l'interdire, puisque potentiellement ça peut arriver. C'est quand même une différence entre dire qu'est-ce qu'on va faire des centrales démantelées et qu'est-ce qu'on va faire après une catastrophe nucléaire. C'est pas la même chose quand même avec le nuage radioactif qui touche tout un continent. Il y a une forme de producteur ou exactement comme cela. C'est loin de ce qui concerne. Non, c'est pas. Il a fallu créer des agences d'expertise pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'on a subi de plein fouet des crises et on s'est aperçu qu'on ne savait pas les prévenir, les anticiper et prendre des mesures de protection avant que les crises parviennent. La deuxième chose, c'est qu'on avait un système dans lequel les considérations économiques et les considérations sanitaires étaient mélangées. Et la troisième raison, c'est parce que les pouvoirs publics, dont le rôle est de protéger la population contre différents risques, dont les risques sanitaires, étaient désarmés quand il fallait mobiliser des scientifiques pour apporter des éléments de réponse face à des risques. Je prends quelques exemples. Quand il y a la crise de l'OSB en 1996, que les ministres se disent mais sur qui on peut compter, sur quel organisme on peut compter, sur quelle instance scientifique indépendante on peut compter pour pouvoir avoir une expertise de valeur, il n'y avait personne, il a fallu la constituer de toutes pièces en allant mobiliser des chercheurs dans différents organismes. Or aujourd'hui, je ne sais pas si c'est historique, mais c'est une évolution qu'on encourage. C'est-à-dire qu'on encourage de manière totalement indistincte les partenariats publics-privés et on dit un bon laboratoire, c'est un laboratoire qui a eu des financements du privé. Or, il faut absolument, et là il y a danger, alerte à lancer, il faut absolument faire la part des choses. Autant il y a certains laboratoires publics qui doivent pouvoir faire des partenariats avec le privé, et tant mieux parce que leur vocation est de mettre au service la science vers l'innovation, et ça très bien, à condition qu'il y ait à côté des laboratoires qui aient des moyens suffisants, financés uniquement par de l'argent public, pour pouvoir faire des recherches qui vont servir à contrôler ces innovations. Et aujourd'hui, il y a un déséquilibre là-dessus. J'ai fait partie des commissions et malheureusement, tous les documents auxquels j'ai eu accès ont conforté au moins par 10 l'idée que j'avais. C'est-à-dire que j'avais une idée que c'était fait mais pas très bien fait. Là maintenant j'ai une idée que non seulement c'est intentionnellement mal fait, mais qu'en plus il y a des malhonnêtetés dans le système. Et une grande inconscience qui avalise finalement cette malhonnêteté. Pour le maïs BT qui a été autorisé depuis 1998 en Europe, il contient un insecticide nouveau. Si cet insecticide avait été produit chimiquement au lieu d'être produit par la plante, on l'aurait fait passer par une procédure d'homologation des pesticides avec des tests sur la santé qu'il n'a jamais subi. Parce que c'est une plante et pas un pesticide. Donc en fait, il y a une distorsion de réalité et une malhonnêteté intellectuelle et scientifique considérable qui est de faire produire un pesticide par la plante pour lui éviter les tests sur la santé. Parce que vous savez que dans les années 80, et ça a été confirmé dans les années 90, les firmes qui vendaient les pesticides, qui sont dans le monde, les 8 plus grandes sont les mêmes que celles qui vendent les OGM, avaient beaucoup de mal à sortir de nouveaux produits. Parce qu'on s'était rendu compte que les pesticides avaient des effets indésirables sur la santé, des effets sur les hormones, sur la reproduction, sur le cancer. Et on demandait de plus en plus de contrôle avant de les faire sortir, ce qui en interdisait de plus en plus.
C'est ce qu'on va retrouver prochainement avec la directive REACH en Europe qui va de plus en plus essayer de cadrer les pesticides et leurs effets secondaires. Ben moi, je me suis souvent posé cette question. Quand on est minoritaire dans une commission, quand on n'a pas l'avis de tout le monde, quand on a l'impression que la commission participe à un système d'accompagnement d'une technologie mal évaluée, est-ce qu'il vaut mieux pas démissionner et tout arrêter? D'un autre côté, si ceux qui sont convaincus ne le disent pas et ne participent pas à une meilleure réglementation, un meilleur contrôle, un meilleur encadrement de ce qui existe, ne ralentissent pas un peu tout à l'égout d'un progrès incommensurable, prêt à écraser l'homme, eh bien à ce moment-là, qui le fera? Je veux dire, si on démissionne tous, autant démissionner de la vie, quoi. On est prêt à vous informer, donc on a jugé que c'était une bonne manière de vous présenter un peu scientifiquement comment nous avons abordé un sujet difficile. Alors, l'exposé se fera avec moi-même et puis M. Antoine Messiaen, qui est vice-président de l'ICG. Ça, c'est le contrôle, hein, quand on prend des animaux qui on donne à manger des grains de maïs non OGM. Le vrai contrôle de Monsanto 863, c'est ce contrôle-là. On a une légère augmentation des lymphocytes isolés. Alors, voilà, si vous voulez, les lymphocytes dont on discutait. Vous voyez qu'il y a peut-être un animal, un rat, qui est légèrement supérieur. Et c'est à cause de ce rat légèrement supérieur que la moyenne, évidemment, augmente. Donc, une lymphocytose, on peut expliquer soit variation naturelle, soit parce que ce rat, entre-temps, il a chopé un virus que nous ne savions pas. C'est une possibilité. Hein? Il y a 2 points là qui sont... Oui, 2 points. Même il y a un ensemble de points, on dirait que globalement ça se décale vers globalement, tous les points, c'est pas une plus haut. Oui. Il n'y a pas de point en bas. Hein? Il n'y a pas de point en bas. La question qui est posée, c'est que la toxicologie chronique est un examen difficile. Difficile. Mais nous, experts, et nos experts ont dit ça rentre dans les contrôles. C'est vraiment des sommités. Hein. On est obligé de faire confiance à des sommités. Il n'y en a pas beaucoup, vous vous rendez compte. Le spécialiste du rein de rat, hein, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Donc, à quoi ça sert de faire des examens s'il y a une extraordinaire variabilité? je continue et ensuite on reviendra sur la discussion générale. Hein. Cette conclusion, je le répète, elle est faite avec les connaissances d'aujourd'hui. Mais, c'est un peu pour répondre à votre question, mais comme nous n'avons pas de certitude, ce qu'on demande, c'est que parallèlement à notre avis, on demande qu'il y ait une surveillance, une biovigilance. On veut surveiller. Il faut surveiller. Alors, comme c'est une alimentation animale, il faudra surveiller par des tests classiques de surveillance tous ces paramètres qui, pour nous, aujourd'hui, avec nos connaissances, rentrent dans ce qu'on appelle la variation naturelle. C'est vrai que nous avons autour de nous des tas de situations, comme par exemple les OGM, où par exemple il n'y a manifestement pas un consensus sur ces questions, et en revanche on s'aperçoit qu'il y a des décisions qui sont prises régulièrement et que les choses se font quand même, d'une certaine manière. C'est ce qui amène certains acteurs à manifester de manière extrêmement forte lors des accords, y compris par des actes de désobéissance civile, ce qui me semble être encore une action qui est, je dirais,
de nature à questionner le système pour qu'il voit s'il examine ses conditions de réforme. Mais il y a clairement un déficit démocratique dans nos systèmes, dans la mesure où, si vous voulez, il semble que certaines mécaniques semblent échapper aux citoyens. Et je dirais que ça, c'est un constat que nous faisons dans certains projets de recherche que nous avons, notamment le projet TrustNet, qui concerne justement la coordination des activités à risque. C'est un sentiment émergent de désillusion vis-à-vis de la démocratie, de perte de contrôle. Et toute la question, c'est d'essayer de retrouver les voies d'une transformation du système de telle façon à ce qu'on puisse introduire des éléments de régulation. Par exemple, je travaille depuis une petite quinzaine d'années sur les questions accidentelles nucléaires et j'ai contribué par mon action de chercheur à développer l'information sur la situation post-accidentelle de Tchernobyl. J'ai travaillé d'abord dans des études pour évaluer cette situation que j'ai publiée et par la suite je me suis engagé avec des acteurs, disons, de ces territoires dans des actions pour les aider à reprendre le contrôle de la situation dans laquelle ils se trouvaient. Et notamment à se réapproprier tous les éléments d'interprétation scientifique et technique de cette situation qui sont essentiels pour essayer de s'orienter dans une situation post-accidentelle. Donc voilà, donc ma position, elle n'est ni pour ni contre, elle est de créer les conditions d'un débat démocratique sur ces questions. C'était au moment où le mouvement Sauvons l'Ardèche a organisé ses états généraux qui, comme de bien entendu, ont eu lieu à Grenoble avec les encouragements de nos élus. Un certain nombre de personnes de toute la France et même au-delà ont décidé d'organiser un contre-événement pour dire aux scientifiques que non, tous les citoyens n'étaient pas pour la suprématie des technosciences comme ils semblaient le penser. En fait, la question qu'on n'a pas cessé de leur poser, c'est des crédits pour la recherche, mais pourquoi faire? Quelle recherche? Pourquoi vous voulez notre argent? C'est pour faire Minatech, c'est pour faire une nanotechnologie. Vous avez déjà plein d'argent. Voilà, alors ça a été une confrontation plus physique là que d'habitude, parce que les scientifiques ont très mal pris cette intervention. Ce qui revient le plus souvent, enfin qui revenait, mais ça continue quand même, c'est les termes d'obscurantiste. Comme si tout ce qu'on disait, c'était pas au nom de la raison. Alors qu'on s'échine à faire un boulot plus que rationnel et scientifique qui consiste à faire le lien entre les causes et les conséquences des choses. De toute façon, une fois qu'on a dit obscurantiste, le débat il est terminé, quoi. Le vrai débat sur Minatech, s'il avait dû avoir lieu, c'était quand on préparait Minatech, c'était entre 98 et 2000. C'était l'époque où on complotait Minatech, qu'il fallait discuter et débattre ouvertement. Maintenant, ça n'a plus guère d'importance. Maintenant, on peut débattre de pourquoi on n'a pas fait le débat. Ou bien, peut-être qu'on pourrait débattre sur faut-il vraiment faire le sillon alpin, hein. Maintenant, ils sont en train de préparer une continuité urbaine, c'est-à-dire une conurbation, une méga ville industrielle, mais industrielle moderne bien sûr, hein, entre Genève, Grenoble, Valence, ou Genève, Grenoble, Lyon. Enfin, ce sera une fourche, quoi. Et ça, on ne demande pas notre avis là-dessus. Ils le font. Ça se prépare au niveau des conseils généraux. C'est déjà la 3e année qu'ils ont des réunions à ce sujet. Et nous, on ne nous en parle pas, on ne nous demande pas notre avis, on n'aura pas à voter là-dessus. Et c'est ça qui va construire la région pour les 50 ans à venir. Nous, on est des simples citoyens. Je précise bien que par citoyen, j'entends habitant de la cité, sociétaire de la société, et non pas sujet de l'État. On a fait des compilations raisonnées. On peut dire qu'on a fait du bricolage, du glanage, ou on peut dire qu'on a fait des compilations raisonnées. Et c'est pas très compliqué, n'importe qui peut le faire. C'est-à-dire, contrairement à tous les gens qui disent on est impuissant, on peut rien, on dit c'est faux, on peut quelque chose. On peut pas tout, mais on peut savoir. On peut pas tout savoir, mais on peut savoir certaines choses. Bon, et si nous on peut savoir, on peut les faire savoir. Et si vous en faites autant, l'ambiance change dans cette ville. Bon, c'est ça qu'on a tenté de faire.
Il ne s'agit pas d'une mécanique, il s'agit d'un ensemble assez complexe de mécaniques que nous avons nous-mêmes créées, à la fois des mécaniques technologiques, des mécaniques scientifiques, des mécaniques institutionnelles. Une fois que ces mécaniques ont été mises en route, elles acquièrent une autonomie et plus personne ne peut les enrayer, pas plus qu'on ne peut enrayer la dérive des continents. Ce sont des forces gigantesques qui sont mises en œuvre et nous n'avons pas encore trouvé le moyen, et je ne pense pas qu'il existe, le moyen de les enrayer. Donc c'est un peu ça la tragédie humaine, hein, si j'ose dire. Son intelligence sert à mettre en route des mécaniques supra-intelligentes qui bientôt pourront se passer de l'intelligence humaine. Comment expliquer cela? L'homme et la nature telle qu'elle apparaît autour de nous, ce sont les vestiges d'un immense foisonnement de l'évolution où les cadavres sont beaucoup plus nombreux que les vivants. Donc, bien sûr, énormément de choses disparaissent, mais il se trouve que nous avons aussi donné naissance à cette espèce nouvelle, finalement, à la fois artificielle, parce qu'elle est née de notre main, et en même temps naturelle, parce qu'elle poursuit maintenant son existence, son développement de manière autonome. Nous nous adaptons en développant des stratégies antalgiques, d'anesthésie, de manière à limiter, dans toute la mesure du possible, les souffrances individuelles créées par cette évolution. Et d'où le rôle des médias, le rôle de la télévision, le rôle des arts en général, le rôle des matchs de foot, des Jeux Olympiques, etc. Tout ce qui permet de détourner l'attention de l'individu, de la contemplation de ce destin pas très réjouissant de son point de vue étroitement individuel. Le développement durable, c'est une illusion que nous créons parce que nous voulons croire à la possibilité de subsister à nos œuvres et de subsister, d'être heureux dans nos œuvres, d'être à l'aise, d'être prospère. Nous voulons croire à ces belles idées que nous avons créées, mais en réalité, c'est une idée qui a la fonction de toutes les autres idées que l'homme a développées, une fonction anesthésiante pour nous permettre à certains d'entre nous d'oublier la réalité de notre condition. C'est pas du tout mon propos, c'est pas du tout comme ça, c'est pas ma posture de me mettre sur un tonneau et de me mettre à prêcher, à alerter les gens. Ce sont des évolutions et il faut en prendre conscience, tout bêtement. Elles sont là, il n'y a rien à alerter parce que, quelle que soit la portée de ma voix, je ne l'interromprai pas. Ça, c'est une posture que j'avais quand j'ai commencé à réfléchir à ces questions, quand j'ai publié Reproduction interdite en parlant des dérives possibles du clonage, par exemple, où je croyais encore à la vertu de la parole pour tenter d'enrayer des évolutions que je prévoyais, des évolutions fâcheuses. Je croyais qu'on pouvait arrêter la dérive des continents. Mais depuis, j'ai bien pris conscience que les forces en jeu dépassent de loin la portée et l'efficacité des volontés individuelles, même regroupées en associations, en forums mondiaux et autres. Le forum, les altermondialistes n'arrêteront pas la dérive des continents, quelle que soit
leur bonne volonté, quel que soit leur talent, l'intelligence qu'ils déploient, ils ne l'arrêteront pas. Monsieur le secrétaire... Oh là là, quelle chance. Monsieur le secrétaire perpétuel... Non, vous filmez un grand homme. C'est un grand homme. Et je vois beaucoup. Non, vous êtes chez vous, hein. Vous êtes chez vous. Oh, merci, c'est gentil. Donc ici, vous avez les bureaux, vous avez le bureau du secrétaire perpétuel, la salle du conseil d'administration. Je peux vous couper, là? Je peux passer? Oui, bien sûr. Vous voulez voir un bureau 1900? Allez-y. À vrai dire, c'était pas pour faire la visite des lieux là qu'on était Je vous dis ça pour me marrer, parce qu'il faut bien que je vous apprenne quelque chose, j'ai rien d'autre à vous dire. Le reste, c'est M. Pilet qui vous le dira. Écoutez, il y a une question qui nous intéresse beaucoup. Pourquoi et comment cette noble institution a pu prendre les avis qu'elle a pris en matière d'amiante? Je sais pas, parce que l'Académie peut se tromper, parce que c'est très difficile. Quand vous voyez les erreurs de... on a fait une communication exceptionnelle, hein, l'information. Hein, un prix Nobel, Charpak, vient montrer un nouvel appareil de radio. Personne ne prend. Il n'y a que le Monde qui a pris. C'est drôle. Le Monde ne nous aime pas, mais le type est intelligent. On fait des trompes. Velpeau, ici s'est passé des batailles extraordinaires. Velpeau était contre l'anesthésie, il l'a dit. Et puis, il s'est rétracté. Vous savez, on se trompe, hein. Pasteur a été provoqué en duel ici par un chirurgien. La médecine, c'est pas... Vous savez, la grande vérité sur l'amiante, 10 ans avant, tout le monde prenait de l'amiante. Il n'y avait pas un constructeur qui n'utilisait pas l'amiante. Moi, j'y connais rien et je crois que c'est une horrible cochonnerie. Mais la médecine, c'est difficile. La vérité, c'est compliqué. Et l'amiante, on a fermé notre gueule. Faites des erreurs dans la vie, hein. Maréchal Pétain, il a foutu la France en l'air, il avait quand même gagné Verdun. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Difficile la vie, hein. Les écolos et le principe de précaution, là il est très fort là-dessus, il vous dira ce que l'on pense. Ne rien faire, c'est très dangereux de ne rien faire. Non, c'est très compliqué la médecine. C'est pour ça que un des avantages de l'Académie, c'est d'avoir des avis très polyvalents, au fond. Ouais, c'est vrai. On a une certaine polyvalence qui correspond à des générations différentes. Sur le principe des précautions, on a été unanime. Ah, unanime. Unanime. Une abstention. Unanime à quoi? À être contre. Principe de contre. Non, mais à unanime, sur l'application stricte et bête en médecine. Vous avez une appendicite, vous n'opérez pas. À être contre son inscription dans la Constitution. Voilà. Et tout. Et alors les gens, c'est drôle, c'est comme l'art, ils croient qu'ils apprennent en 2 minutes. Oh, regardez les bienfaits, tout le monde hurle contre la médecine, les bienfaits qu'il y a. On est beaucoup moins exposé écologiquement qu'on l'est au 19e. Faut pas charrier. C'est formidable les progrès qui sont faits, mais formidable. Bon, allez, je vous laisse. À bientôt. Bonne journée, au revoir. À bientôt. La vie du scientifique, c'est d'innover. Si le scientifique n'innove pas, il ne fait pas son travail. Donc nous allons nous trouver, nous, dans une situation tout à fait embarrassante. Et puis le scientifique, il pense quand même, et c'est le rôle de nos compagnies, à l'intérêt général du pays. Nous craignons, nous avons craint, nous craignons toujours du reste, qu'il y ait à un moment donné un frein à l'innovation. Imaginez que demain, il y ait une crise comme celle que nous avons connue, qu'il s'agisse du poulet à la dioxine, qu'il s'agisse du Coca-Cola dans le nord de la France, qu'il s'agisse des OGM, qu'il s'agisse de l'ESB, enfin l'encéphalopathie spongiforme bovine, etc. Pression médiatique immédiate, décision de l'autorité. L'autorité va essayer de ne pas se trouver dans le cas où elle s'est trouvée avec les problèmes du sang contaminé. Donc l'autorité risque d'ouvrir le parapluie et de ne pas prendre de décision positive, c'est-à-dire d'arrêter tout. C'est-à-dire d'arrêter l'innovation. Et c'est ce que nous craignons. Je crois qu'il faut bien faire la part des choses entre le risque réel et le risque perçu par l'opinion. Le risque perçu par l'opinion, il est très dangereux parce que c'est celui qui est soutenu par les médias ou suggéré par les médias en partie
Et une fois que le coup est parti, c'est trop tard. C'est trop tard. Vous n'allez pas convaincre une opinion publique qui a été déjà convaincue par une masse d'articles de journaux, d'émissions de radio, d'émissions de télévision sur un point donné. Et ça devient extrêmement difficile. Nous ne faisons plus de culture en Europe, nous gérons de la pathologie végétale. C'est-à-dire nous essayons de maintenir vivants des plantes qui ne demandent qu'à mourir tellement elles sont malades. Rien à voir avec l'agriculture. L'agriculture, c'est pas ça. L'agriculture, normalement, c'est cultiver des plantes saines. On ne mettait pas un pesticide en 1950 sur les blés en Europe. Il n'y avait pas un traitement fongique qui était appliqué. Maintenant, c'est au moins 3-4. Sinon, le blé, il est pourri avant d'arriver dans le silo. Donc il y a quand même une énorme différence, si vous voulez, au niveau... Mais ça se voit pas, parce que comme on a balancé les produits, il tiens, le blé, il est bien. Sauf que, si, il se casse la figure, alors... Parce que comme on met trop d'azote, il tombe. Vous avez dû voir dans les champs les blés qui tombent. Alors on met des hormones pour raccourcir les tiges, c'est pour ça que les blés sont bien plus bas qu'autrefois. Autrefois, les blés faisaient 1,50 m. Maintenant, ils font 60 cm, parce qu'on les raccourcit avec des hormones. Alors ces hormones, il faut avorter les arbres qu'il y a autour. Enfin, fait disparaître toute la flore, parce que ça gêne les reproductions des dicotylédones. Enfin, c'est une espèce de monde complètement strange, je crois. Mais les gens ne le savent pas, donc... devant les champs. Autrefois, les champs, c'était plein de coquelicots, il y avait plein d'autres espèces, il y avait une biodiversité dans un pays comme la Hollande a déjà perdu 75% de toute sa flore. Il y a une des flores les plus pauvres de la planète, la Hollande. Mais c'est intensifié au niveau agricole de façon incroyable. Tu l'as vu ton sol? Non? Ah, tu vois, c'est impressionnant. Hein, regarde-le. Ah non, on n'a pas été entendu, puisqu'on est avec Lydia, on a quitté l'INRA. On s'est mis à notre compte. Puis quand on a commencé à montrer que les sols mouraient biologiquement, on nous a demandé de nous taire. Donc on a quitté l'Institut et on s'est mis à notre compte parce qu'on estimait que notre devoir de scientifique, c'était quand même d'alerter le monde agricole que la voie qui était choisie n'était pas la bonne ne permettrait pas de faire une agriculture pérenne. Il ne peut y avoir d'agriculture pérenne que si on est sur des sols vivants. Hein. Le sol abrite 80% de la biomasse vivante. Hein. Donc si vous tuez, on en a tué 90%, c'est qu'on est en train de tuer tout ce qui est à la source de la vie. C'est quand même les microbes qui nourrissent nos plantes, qui font que nos plantes sont saines, sont nutritifs pour nous. Alors que maintenant, les gens, nous sommes quand même dans la société la plus confortable de l'histoire de l'humanité et nos dépenses de sécurité sociale augmentent de 6% par an. Il y a quand même des questions à se poser, quoi. Est-ce que les gens sont si bien nourris que ça pour être aussi malades ? Alors, le problème, c'est qu'effectivement, l'argumentation, c'est oui, mais regardez, ils vivent de plus en plus longtemps. Bien sûr, les gens qui en ce moment ont 80 ans n'ont pas connu l'agriculture chimique avant l'âge de 50 ans, puisque c'est apparu dans les années 70. Donc, jusqu'à 50 ans, ils ont mangé, moi je suis encore gamin, du lait de vache qui avait du goût de lait de vache. Ça avait vraiment le goût de lait de vache, c'est pas le lait de maintenant. Donc c'est tellement récent dans l'histoire de l'humanité qu'on ne connaîtra les résultats réels et on s'inquiète puisque vous prenez la population d'enfants à l'heure actuelle en Europe, 17% des enfants sont obèses, donc on est en droit de se poser des questions sur cette qualité alimentaire. Le sol, c'est une vraie éponge. Donc, si je le gère mal, il est compact, il est serré, il se referme. Si je laisse la faune le retravailler, il va se souffler. C'est pour ça que quand vous marchez en forêt sur un sol, vous avez vu le côté moelleux du sol forestier, hein, parce qu'en fait, il est aéré par la faune, alors que le sol qui a été labouré, maltraité, il est complètement compacté, complètement resserré sur lui-même. Alors, quand il va pleuvoir sur un sol resserré, l'eau va pas pouvoir rentrer, puis c'est l'érosion. Mais c'est plus facile d'accuser la pluie d'être responsable de l'érosion, des inondations, que de dire que c'est un système agricole qui a provoqué, hein, puisque les inondations que nous avons en ce moment, hein, depuis 20 ans, nous traversons les années les plus sèches depuis 3000 ans dans l'histoire de l'Europe, et jamais il y a eu autant d'inondations. C'est-à-dire qu'on a inventé, avec l'agriculture intensive, les inondations en période sèche, ce qui est très fort, quoi. Et les écologistes, à l'heure actuelle, se posent la question de savoir à quel moment c'est l'humanité qui commencera à s'écrouler. C'est-à-dire pour le moment, on a détruit 90% de notre biodiversité en Europe, ça va encore pour nous. Donc les écologistes disent est-ce que c'est à 95% que le système va lâcher? Est-ce que c'est... On ne sait pas. La catastrophe du Crétacé est ridicule en comparaison de ce qui se passe en ce moment. Mais ça meurt, puis les gens attendent, disent peut-être qu'un jour on va voir quand ça va péter, quoi. C'est pas le problème des lanceurs d'alerte, il y a aussi le problème des étouffeurs d'alerte. Hein, il faut se poser aussi la question des étouffeurs d'alerte. Pourquoi les gens dont la mission est effectivement d'alerter ne l'ont pas fait sciemment? Pourquoi on a masqué le fait qu'on avait une progression de l'incidence des cancers?
y compris la progression de l'incidence du cancer de l'enfant. C'est un sujet tabou. On est en train de prendre conscience, et c'est quand même assez étonnant, du fait qu'on est dans une situation de pollution chimique généralisée. Le risque chimique n'était pas pris en compte, la société n'en avait pas pris conscience. On pensait que c'était limité en fait à un certain nombre de postes de travail dans des industries traditionnelles. Enfin bon, quand on parlait du risque chimique il y a encore 15 ans, 20 ans, c'était bon, les mines, la sidérurgie, là il y avait des vrais problèmes de pollution. D'ailleurs, il ne se passait rien. Les enjeux, c'est quoi? C'est l'épidémie de cancer que l'on a. Il faut bien voir les enjeux de santé aujourd'hui. Comment on va arrêter cette épidémie de cancer? On a les chiffres, enfin c'est récent, on les avait pas avant quand même, ça aussi c'est quand même extraordinaire. Plus 63% en 20 ans. Donc on sait que 35% sont liés aux facteurs environnementaux, puisque 28% sont liés au vieillissement de la population. Donc il y a 35% d'origine environnementale en 20 ans. Je suis favorable à la création de ce que j'appelle l'ADES, Haute Autorité de l'Expertise en Sécurité Sanitaire et Environnementale, sur le modèle de la CNIL, avec une base large, une capacité d'investigation, d'autosaisine, une capacité de saisine aussi, soit par des chercheurs, soit par des citoyens ou des groupes de citoyens, par rapport à telle ou telle expertise, telle ou telle condition d'expertise, par rapport aux conditions de production de la connaissance dans les organismes producteurs de connaissances. Je crois qu'on a vraiment, on voit bien effectivement dans une loi de protection de l'alerte et des lanceurs d'alerte, ça sera une pièce maîtresse. Mais la recherche là-dedans, nous on est là pour essayer d'améliorer la qualité de la vie et on n'est pas là pour la détruire. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont utilisées pour la détruire, mais nous on n'est pas responsables. Et si on arrête de faire la recherche, là il n'y a plus de société du tout. Là c'est l'effondrement de la société. Enfin, ça semble évident, mais qu'on s'interroge sur la façon dont on utilise la technologie, oui, d'accord. Mais la recherche c'est fondamental, on en a besoin. Je veux dire, quand il n'y a plus de recherche, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. C'est la science, c'est la connaissance. Il faudrait que les gens se mobilisent à arrêter de faire certaines choses, c'est évident, mais la recherche là-dedans... Moi là je viens d'accompagner une amie qui a un cancer et heureusement qu'il y a eu les technologies pour détecter ce cancer, notamment l'IRM, des choses comme ça. Attendez, c'est fondamental pour la vie de la société. Bah, ouais, enfin moi, je vois pas de solution pour le moment, à part un désastre généralisé. Non, si on peut, il y a des solutions, évidemment des solutions individuelles. On peut se mettre, déserter effectivement le plus qu'on peut, disons, mais on est tous pris dans un réseau à la fois pour survivre et même de consommation, parce qu'on prend tous les autoroutes, on prend tous les TGV, même si on est contre, même si on n'aime pas ça. Les produits qu'on achète sont tous fabriqués on ne sait où, d'aucune manière. On y part et on peut pas... Enfin, moi, j'envisage pas, sauf quelques situations personnelles extrêmes où on peut essayer de retrouver une forme d'autonomie, disons, pré-industrielle. Ça ne peut être que marginal. Ça peut être intéressant du point de vue expérimental et même, disons, comme point de comparaison en disant, bah, on peut vivre comme ça sans que ce soit un retour à la barbarie, parce qu'évidemment, c'est ce qu'on nous reproche toujours dès qu'on a des positions anti-industrielles. Disons, la manière de renvoyer ça dans une espèce d'obscurantisme, c'est de dire vous êtes des technophobes, vous détestez la science, etc. Il ne s'agit absolument pas de ça. C'est ni détester la science, ni détester la technique en elle-même. C'est de voir à quoi sert une certaine science, une certaine orientation scientifique, et à la fois dans sa démarche, disons, intellectuelle, et puis ensuite, pratiquement, qu'est-ce qu'elle produit et quels en sont les effets à long terme. Parce que sur moi je vois ça surtout, disons, pour les objets techniques. Un objet technique en lui-même,
bon, il peut être tout à fait anodin. Par exemple, une voiture en elle-même est tout à fait anodine, une télévision en elle-même est tout à fait anodine. Il faut voir simplement quels sont les effets à long terme, c'est-à-dire sur des dizaines d'années, et à l'échelle du globe, qu'est-ce que ça produit? Effectivement, ça produit un désastre. C'est deux objets, disons, majeurs du XXe siècle. On peut dire que ça aboutit à un désastre total, à la fois dans la modification de la géographie et de la psychologie humaine, que ce soit la modification des villes, des campagnes, des rapports à la distance, des rapports au temps, des rapports à l'activité, des rapports au monde sensible. C'est un désastre total. Mais on pourra toujours trouver une utilité particulière à un objet isolé. C'est sûr qu'au début, quand sont apparues les voitures en France dans les années 30, c'est sûr que c'était merveilleux de pouvoir circuler avec un engin moderne et rapide au travers d'un paysage, et disons, ou d'une société qui était inchangée, puisqu'on avait les deux bons côtés de la chose, la modernité et ce qui était accumulé, disons, comme harmonie ou richesse pré-industrielle. Il faut casser l'automatisme de ce renouvellement technologique et quasiment autonome et qui nous entraîne vers un mur, du point de vue de ce qu'on estime être l'humanité ou une vie humaine digne d'être vécue, quoi. Une partie croissante de la population n'est pas adaptée à cette vie fonctionnelle et robotique qu'on nous propose. Une société qui voudrait et qui aurait les moyens politiquement d'être maître de son destin choisirait évidemment de réorienter la connaissance scientifique, qui est une des formes de la connaissance humaine, mais qui est loin d'être la seule, alors qu'elle est présentée maintenant comme étant absolument la seule, tout le reste étant méprisable. Évidemment, on peut toujours dire mais à la longue, les gens s'y habitueront, c'est simplement une question culturelle, etc. Moi, je pense qu'à la longue, on ne s'y habituera pas. En fait, c'est l'ensemble de notre mode de vie, du mode de production, de l'urbanisation, de la structure politique, de la structure sociale qui est en jeu. Donc effectivement, c'est énorme. C'est-à-dire que c'est aussi pour ça qu'on est dans une époque qui a un sentiment, disons, d'impuissance. Parce que les mesures à prendre pour renverser, disons, la direction dans laquelle on va sont absolument colossales. Elles n'ont jamais été envisagées auparavant. Même les révolutions, les transformations sociales qui étaient envisagées au 19e par Marx ou par d'autres, etc., à côté, c'est de la rigolade. Parce que eux pensaient simplement qu'il suffisait de prendre le contrôle de la société telle qu'elle était pour répartir de manière plus égalitaire les richesses. Non, mais c'est tout près, j'arrive tout près. Nécrotechnologie, si tu veux, c'est le pendant aux biotechnologies. Ce qui est extraordinaire dans le cas de ce qu'on appelle les biotechnologies, c'est que les industriels qui les pratiquent, qui s'intitulent les industriels des sciences de la vie, d'ailleurs il faudrait comprendre pourquoi ils utilisent le terme sciences de la vie plutôt qu'industriels de la biologie. Donc les industriels des sciences de la vie, ce sont quand même, il ne faut quand même pas l'oublier dans le domaine agricole, ce sont quand même les gens qui fabriquent les produits ensides. Insecticides, nématicides, herbicides, fongicides, c'est-à-dire qu'ils sont dans une logique de mort.
et comme ces gens-là fabriquent aussi des plantes, des semences, donc les soi-disant organismes génétiquement modifiés, le but de ces gens-là, c'est aussi de séparer la production de la reproduction, c'est-à-dire de stériliser les plantes, dont témoigne la technique de type Terminator. C'est-à-dire que voilà des gens qui sont dans une double logique de mort, puisqu'ils sont dans une logique de stérilisation du vivant et dans une logique de tuer, enfin dans une logique de biocide. Ces gens-là se présentent comme les industriels des sciences de la vie. Enfin, je veux dire, c'est quand même extraordinaire comme renversement orwellien du vocabulaire. Vous êtes à la maison, Marc? À la maison? Vous êtes de Finisson? Non, vous rigolez, il n'y a plus personne. Oui, d'accord, non, parce que ça, je ne sais pas, vous pouvez me faire le refus de la carte, c'est la faute, hein. Mais oui, ben, je sais pas, là il y en a un qui marche pas, là il n'y a pas de ticket, mais... Ouais, non, mais ça c'est pas un problème, moi il me refuse la carte, celui-là, enfin je vais voir peut-être que c'est ma carte de téléphone. Ben là, on voit le point le plus avancé de l'industrialisation de l'agriculture. C'est-à-dire qu'on ne peut même plus parler ici d'agriculture. On a affaire à des serres verts, on les voit, celles qui sont un petit peu bleutées. Là-dedans, on fabrique en ce moment je dis bien on fabrique, au sens de la manufacture, des tomates qui nécessitent, en gros, on peut dire 1 kilo de tomates, c'est 1 kilo de fuel. C'est-à-dire que là, les gens ne consomment pas des tomates, ils consomment du fuel lourd, plus des engrais, plus de l'électronique pour piloter tous les systèmes, plus de la main-d'œuvre marocaine, et qui est une main-d'œuvre souvent clandestine et qui vit dans des taudis un petit peu plus loin, là au pied des usines de Berre. L'agriculture, c'est quand même quelque chose qui doit avoir encore une base de sol. Ici, c'est du hors-sol, hein. Les serres verts que nous voyons, ce sont des serres où les tomates sont élevées sur des roches inertes, dans lesquelles on fait circuler une solution nutritive. Donc ça n'a plus rien à voir avec l'agriculture, et pourtant on va continuer à appeler ça agriculture, comme on va appeler les tomates qui sortent de ces serres, on va appeler ça des tomates, on pourrait appeler ça des pétrotomates aussi. On s'aperçoit à quel point le vocabulaire est totalement trompeur, et le vocabulaire, disons, et ce n'est pas par hasard que ce vocabulaire trompeur est utilisé par les scientifiques et par les généticiens pour cacher ce qu'ils font. Alors qu'ils s'en rendent pas compte, ça c'est en effet tout à fait classique en matière de science ou en matière générale, c'est qu'on est, la génétique joue un rôle essentiellement idéologique dans cette affaire-là, hein, et l'idéologie ça consiste bien à exprimer les valeurs ou les envies ou les besoins des classes dominantes en prétendant que ces valeurs sont absolument naturelles et objectives, une naturalisation donc des rapports sociaux. Et c'est ce qu'on a fait, donc il m'a fallu évidemment très longtemps pour débrouiller ce discours scientifique et génétique et pour m'apercevoir que ce discours était faux de A à Z. Il y a une véritable contradiction entre la vie sur Terre et ce processus d'industrialisation. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le sens. Et pour moi, l'agronomie, consiste à faire gratuitement par la nature, et évidemment, je tremble en le disant, hein, gratuitement par la nature, ce que nous faisons à coup de moyens industriels. Donc c'est quand même ça. Et on voit bien, quand on utilise le terme gratuit, on voit bien les obstacles absolument formidables. Parce que pourquoi une société qui est toute entière organisée pour marchandiser absolument tout, comment une société de ce type pourrait-elle développer, mettre au point, disons, ou s'engager dans des méthodes de la gratuité? L'agronomie, c'est pour moi la science de la gratuité. Et ça, c'est totalement contradictoire et totalement subversif. Alors peut-être qu'il faudrait avoir un ministère de l'agriculture et de la gratuité. Ce serait pas mal, là. Je pense que là, on commencerait à s'engager, en effet, dans des voies qui permettraient de préserver l'avenir.
On ne peut pas imaginer de technopole sans campus. Les zones technologiques, c'est une espèce de vase d'expansion des campus. Bon, on a un campus scientifique brillant, avec plein de laboratoires, 50 000 chercheurs, 120 laboratoires, et ces gens essaiment. Ils fondent des start-up, ils fondent des petites entreprises. Ils le font encore plus depuis la loi Allègre sur l'innovation de 1999. Et où est-ce qu'ils vont fonder leurs essaimages? Eh bien, dans le Grésivaudan. Alors le Grésivaudan, qu'est-ce que c'est? C'est la vallée de l'Isère, entre Chambéry et Grenoble. Et c'est un endroit à l'origine glorieux. Un endroit merveilleux, absolument pullulant de pruniers, de pêchers, de vignes, de tout ce qu'on veut, etc. Compris entre les vallées étincelantes de la Chartreuse et le massif cristallin de Beldon. Bon, ça n'existe plus. Enfin, les falaises et le massif de Beldon sont toujours là, mais les vergers ont disparu. Ils ont disparu comment? Alors, dans un premier temps, ils ont été ravagés par l'agriculture industrielle, le maïs. Et dans un deuxième temps, à partir des années 70, par ces start-up, par ces industries d'avant-garde, qui petit à petit ont grignoté la vallée, le foncier, l'eau, l'espace, et ont saccagé l'endroit. Un peu plus loin, quand on continue, on va vers Crolles, où on a aujourd'hui l'Alliance, c'est-à-dire le plus gros investissement industriel européen de ces 10 dernières années, qui regroupe ST Microelectronics, Motorola et Philips, pour une espèce d'énorme usine à puces. Pour fabriquer ces puces, on a besoin d'eau. Les puces, c'est extrêmement gourmand en eau. En fait, c'est parce qu'on grave le silicium, et donc pour le graver, on utilise des gaz et des solvants toxiques. Et ensuite, il faut rincer tout ça pour que ça soit purifié. Et ces opérations-là consomment énormément d'eau, parce que le site de l'Alliance consomme entre 500 et 700 mètres cubes d'eau à l'heure, ce qui est considérable. Et a passé des accords avec la commune et la communauté de communes pour que la fourniture en eau lui soit garantie. Et il y a un contrat qui dit que si, pour une raison ou une autre, la collectivité n'est plus en mesure d'assurer cette fourniture d'eau, elle paiera à l'Alliance, donc aux entreprises, une amende de 1 million de francs par heure d'eau coupée à l'entreprise. Et pendant la canicule de l'été 2003, par exemple, la priorité des priorités, c'était de continuer à fournir l'eau à l'Alliance. C'était pas les paysans, de toute façon les paysans ils sont moribonds, mais la priorité c'était de fournir cette eau. Et Crolles, du fait de la présence de l'Alliance sur son sol, est la deuxième commune pour la consommation d'eau en Isère. Et du coup, comme tout ça est en croissance, puisque l'objectif c'est la croissance, il est question, enfin c'est le projet et c'est la nécessité, de doubler les adductions d'eau avec un projet d'aller chercher de l'eau de l'autre côté de la chaîne de Beldon et de faire traverser ces conduites d'eau à travers le Grésivaudan jusqu'ici. Là, ça pose... quand même, les gens s'inquiètent de ça. Sur l'eau, ils sont sensibles. Je dirais qu'il y a une préoccupation évidente de l'opinion publique en matière d'environnement, mais cette préoccupation ne se traduit pas par une saisine considérable de la juridiction, et notamment de la juridiction pénale en la matière. Il y a quelques centaines d'affaires, si on comprend les contraventions qui sont examinées par les juridictions pénales chaque année en matière d'environnement. Parmi ces affaires, d'ailleurs, il y a de la très petite délinquance environnementale. Il y a une grande, disons, hésitation, à la fois de l'autorité administrative et de l'autorité judiciaire, à saisir les affaires importantes en matière d'environnement. Hésitation de l'autorité administrative. Alors, quand il s'agit d'entreprises privées, à cause du chantage à l'emploi, quand il s'agit d'établissements publics, d'incinérateurs, de stations d'épuration des eaux, je veux dire, on met en cause des élus. Donc on crée quelques turbulences locales sur le plan politique. C'est vrai que si on veut prendre un exemple particulier, on peut prendre celui de la pollution d'un certain nombre de sols bretons du fait des élevages de porcs sur Caillebotis. Il est évident qu'un certain nombre de ces installations ont été tolérées par l'administration. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que cette tolérance de l'administration était si grande qu'à un certain moment, il n'a plus été possible pour les sociétés en charge de
distribution d'eau aux consommateurs de fournir une eau propre, en tout cas avec un taux de nitrate inférieur au taux autorisé. Ces sociétés de distribution d'eau, à l'époque la Lyonnaise des Eaux, se sont donc retournées contre l'État par une action devant le tribunal administratif, ont obtenu gain de cause, ont obtenu l'indemnisation par l'État de leur préjudice. Et alors parce que qu'est-ce que ça veut dire si l'État accepte d'indemniser ce préjudice sans rien faire d'autre? Ça veut dire qu'en réalité, c'est la collectivité qui supporte l'action des pollueurs. Le principe pollueur-payeur, qui est un principe dont on se gargarise, qui est un principe qui pourrait même être inscrit sous une forme un peu discutable, mais qui pourrait être inscrit dans la charte constitutionnelle en matière d'environnement, ce principe pollueur-payeur est totalement bafoué. C'est-à-dire, si c'est l'État, et donc si c'est concrètement une ligne budgétaire du ministère de l'Environnement qui va servir à indemniser la pollution, c'est non seulement le droit de l'environnement qui est en cause et les grands principes fondateurs du droit de l'environnement, c'est peut-être la raison d'être du droit de l'environnement qui est en cause. Donc il y a une sorte d'absurdité totale dont, encore une fois, tout le monde s'accommode. Ah, clafoutis. Alors, clafoutis. Clafoutis aussi. Clafoutis. Clafoutis ou quoi? Au poire. Ou alors fromage blanc, flan chocolat ou fromage blanc confiture. Clafoutis, s'il vous plaît. Clafoutis 4. On clafoute. Moi aussi. 5, 6. 6 clafoutis. 6 clafoutis. Merci. Voilà, Gérard habitait à côté de cet incinérateur et on s'était dit assez que quand il y aurait un copain qui avait un problème ou qui a un problème dans une région, on irait des gens d'autres régions, des militants d'autres régions, le soutenir. Et c'est ainsi que ce week-end du 15 mars 99, eh bien, on a été soutenir l'action de Gérard pour lutter contre une nuisance proche de chez lui, en l'occurrence un incinérateur. Et on y va le samedi, on fait une petite visite de la région, enfin c'est bien sympa, on est chez lui et tout, on voit cette immense usine à côté, etc. Il nous explique le fonctionnement, que ça empoisonne tout le monde et tout ça. À l'époque, il allait déjà rechercher sur Internet les dangers des dioxines et les normes très contraignantes qui existaient aux États-Unis et qu'en France, qui commençaient de s'appliquer. Il nous explique que les règlements actuels même imposent l'arrêt de l'incinérateur, qu'il y a un comité de riverains qui s'est monté autour de Fumel, qui n'arrive pas à avoir l'arrêt de cet incinérateur. L'incinérateur ne connaît même pas ses pollutions. Le comité a obtenu quand même qu'il y ait des mesures de fait, et les mesures sont accablantes pour l'incinérateur. Je cite 60% de poussière de plus qu'autorisée, 2 fois dans les fumées, 2 fois et demi de plus d'acide chlorhydrique qu'autorisé. Enfin, à lui seul, le rapport imposerait l'arrêt de cet incinérateur. Et pour l'instant, rien ne se passe. Alors, on décide donc de manifester. Alors, le dimanche, comme tous les manifestants, on prépare nos pancartes et tout, tu vois. Et le lundi matin, à 8h, on se réveille un peu plus tôt, on se plante devant les grilles de l'incinérateur, on met un gros cadenas, et puis on met les pancartes devant, et on empêche les camions de rentrer. Voilà. On commence de manifester. Alors évidemment, on explique tout ça aussi, parce qu'on essaye d'être médiatique. On a invité FR3 Aquitaine, la télé du coin, on a invité Sud-Ouest, on a invité les journaux, on a invité les conseillers municipaux d'opposition, et on est là, devant les grilles de l'incinérateur, en expliquant à tout le monde que l'association de chômeurs soutient Gérard pour l'arrêt de cet incinérateur. Voilà. Et puis on attend, et dans l'après-midi, c'est un petit peu tendu, et puis à un moment donné, on dit, écoutez, on va aller discuter avec le gérant de l'incinérateur et les représentants du truc. Et on obtient, ils se réunissent, tu vois, on obtient une entrevue. Et ils nous expliquent qu'évidemment, ils reconnaissent que ils savent bien, c'est polluant et tout ça, mais qu'ils n'ont pas d'autre solution pour l'instant. Enfin, en gros, je résume, et que de toute façon, il est intolérable qu'on soit devant, qu'on règle pas les problèmes au jour le jour, comme ça et tout. Alors nous, on leur explique que ça fait longtemps qu'ils sont au courant, qu'il y a eu quand même des mesures qui ont été faites, qu'ils savent très bien que c'est polluant, que c'est dangereux pour la santé, que ça ne veut pas continuer. Alors là, ils nous disent, écoutez, l'incinérateur, de toute façon, il est prévu pour s'arrêter. Ah, on dit très bien, nous, on est là pour ça. Quand?
La question, c'est quand vous allez l'arrêter. Nous, on veut que ce soit tout de suite. Ah, tout de suite, vous vous rendez pas compte, ça dépend du plan départemental des déchets. Vous savez, on fait du tri sélectif ailleurs. Ben non, ce que vous faites ailleurs, c'est très bien. Nous c'est là. Ils reconnaissent, évidemment, c'est le point noir, c'est bon. Mais on peut pas agir avant des années, enfin... On dit non, ça, ce que vous nous racontez, c'est inadmissible, c'est une question de santé publique, c'est une question de réglementation. Non, ça c'est bon, écoutez, nous on va rendre compte de ce que vous dites aux gens qui sont restés vers les grilles, là, c'est inadmissible, et on s'en va. En arrêtant comme ça un incinérateur à fumelle, on pose des questions politiques, je veux dire. Comme témoin, on avait quelqu'un du ministère qui est venu témoigner à la barre et qui a dit carrément au juge qui l'interrogeait, les manifestants de Fumel, ils ont réglé le problème de l'incinérateur. Eh oui, parce que nous, c'est ce qu'au ministère, on avait dit. La juge, elle était comme ça, parce que le gars, c'était quand même un gars du ministère qui dit ça, ils ont réglé le problème. Bah oui, comme il aurait dû être réglé. Et oui, ils l'ont arrêté. Ce truc aurait dû être arrêté. Alors, c'est eux qui l'ont arrêté, d'accord, dans les conditions qu'on sait, d'accord, mais nous, au ministère, pour nous, ils auraient dû, il y en a encore une centaine, ils devraient tous être arrêtés. Alors, donc ça pose des problèmes politiques, de dire ça. Nous, on refuse totalement le travail qui nous proposait, on en veut plus. Quitte à se faire radier, quitte à même plus toucher l'allocation chômage s'il faut, mais nous, on a vraiment plus envie de travailler sur ce qu'ils nous proposent, quoi. Une question qui se pose, c'est celle des mécanismes de prise de décision. Moi, j'appelle ça les mécanismes de prise de décision. Parce que d'autres appellent ça la démocratie participative. Or, on est dans une démocratie représentative, c'est clair. Ce qui n'empêche pas qu'on doive aussi répondre aux questions de nos concitoyens. Donc ça, c'est le mécanisme de prise de décision. Pour une information, pour la transparence, pour permettre de prendre en compte les remarques de ces citoyens et apporter des réponses qui soient les plus plausibles possibles. Mais il y a quelqu'un qui tranche à un moment. Ça me paraît obligatoire. J'utilise une expression, c'est toujours de gérer l'interface, pour nous, hommes politiques, entre le milieu scientifique et la demande du citoyen. Parce qu'il s'adresse évidemment aux politiques qui sont en principe responsables. Mais pour répondre à ces questions et à ces inquiétudes, il faut pouvoir comprendre un petit peu aussi le monde scientifique. Donc il faut une instance quelque part qui puisse décrypter les choses et discuter dans un cadre qui est ouvert. Pour avoir ce cadre ouvert, nous organisons régulièrement sur nos rapports des auditions qui sont ouvertes à la presse, où on invite à s'exprimer tous ceux qui ont quelque chose à dire. Et ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, tout le monde peut s'exprimer. Et ça permet déjà au moins de diminuer la tension, d'essayer de comprendre quels sont les enjeux, les données du problème, et ensuite chacun peut se faire une opinion. Parce que le danger, c'est que le citoyen qui ne comprend pas, il se referme sur lui-même.
et du huis clos et de l'incompréhension vont naître tous les intégrismes. C'est pas seulement l'intégrisme religieux, ça peut être l'intégrisme anti-scientifique. On a vu aux assises de Grenoble un certain nombre de gens qui sont venus manifester au début des assises de Grenoble en disant qu'ils refusaient absolument tout. Donc c'est leur droit. Le problème, c'est qu'on ne peut pas vivre chacun dans une réserve où on refuse tout, mais on ait quand même tous les avantages. Voilà. Vous trouvez le rapport LEDO sur les biotechnologies. Et vous aurez aussi les réflexions de Jean-Yves, donc y compris sur les OGM. Tout se mesure en rapport coût-avantage ou avantage-inconvénient pour l'ensemble de la société. Parce que si vous voulez, vous dites le progrès et la catastrophe sont les deux faces d'une même médaille. Vous voulez supprimer une face, or je n'ai jamais connu une médaille qui n'est qu'une face. Donc ça signifie qu'il n'y a plus de médaille. Ni progrès, ni catastrophe. J'élimine les catastrophes, mais j'élimine la médaille. Donc il n'y a plus de progrès. Et est-ce qu'on veut revenir à cette époque où il y a des épidémies, il y avait pas d'hygiène, il n'y avait pas... c'est la question qui se pose. Moi j'ai fait un voyage... j'allais dire un peu fantasmagorique à Tchernobyl pour la fermeture de la centrale en l'an 2000, les rencontres parlementaires. Et qu'est-ce qu'ils nous disaient ces gens-là? Vous nous enlevez notre outil de travail. C'était notre fierté. On a pris peut-être quelques radiations, mais c'est pas grave. Ça, c'était la fierté de l'Ukraine. On peut se poser des questions, effectivement, sur quel type de développement mais on est toujours sur un développement. Ça me paraît clair. Parce que dire demain, est-ce que vous voulez qu'il n'y ait plus rien, alors vous pouvez dire on arrête la machine. Mais il y a un corps social, et je ne suis pas sûr que le corps social il soit prêt à arrêter la machine. Moi, ce qui m'a frappé d'une manière générale, c'est l'extraordinaire déni de réalité qui caractérise la vie quotidienne dans la Hague, à proximité des installations nucléaires. Un déni qui est bien compréhensible, hein, qui est une sorte de mécanisme de défense psychique pour rendre acceptable l'idée du pire, hein, qui est toujours donc repoussée, refoulée, occultée. On a l'impression que toute la vie des gens dépend évidemment de l'installation, enfin du maintien de ces installations dans la région. Survie économique évidemment, hein, puisque ces grands chantiers ont été les pourvoyeurs d'emploi de l'essentiel de la population vivante ici, plus la sous-traitance, mais aussi à un autre point de vue, une sorte de survie historique. Hein, c'est-à-dire, c'est une région agricole où on a développé donc une culture paysanne extrêmement traditionnelle et qui est passée, je dirais, quasiment du 19e siècle au 21e en l'espace de quelques années et qui a vu arriver ces technologies incroyablement démesurées, surpuissantes, hein, et qui a pour effet de provoquer une sorte d'obsolescence de l'homme, c'est-à-dire de réduire l'humanité à presque rien. Hein. Le technicien, dans ces installations, dans ces immenses bâtiments, n'est qu'un élément d'un système technique parmi d'autres. Et ça, c'est intégré aussi dans la conception, disons, de l'humanité qu'ont ces gens ici. C'est de n'être que presque des sous-produits de l'usine. L'usine, c'est tout ici. C'est le templum, c'est le nouveau Dieu, c'est l'église, c'est... Et d'ailleurs, on en parle comme ça. On dit là-haut. Dans toutes les communes autour, on travaille là-haut. Et à l'origine, le projet nucléaire a été aussi conçu comme ça. On ne peut pas donner cette énergie et la confier aux citoyens, pas seulement parce qu'on a besoin de cette énorme quantité d'énergie pour faire fonctionner le système, mais aussi au nom de la sécurité, de la sûreté. Le discours par rapport au nucléaire est toujours le même. C'est trop dangereux pour qu'on puisse le confier à la société. Et donc, de là à dire que c'est incompatible avec la démocratie, évidemment, il n'y a qu'un pas. On est bien dans un phénomène de dépossession. D'un point de vue anthropologique, on peut dire que la production d'énergie nucléaire est la modalité de production d'énergie d'une société productiviste, dans un système technicien qui tend à nier et à réduire l'humanité de l'homme. Donc à partir de là, si on envisage par exemple une sortie
du nucléaire, ce qui est techniquement parfaitement faisable. On peut utiliser évidemment toutes sortes de sources qu'on connaît déjà, l'éolien, le solaire, la biomasse, et j'en passe. Simplement, il faudrait que l'État et les institutions qui s'arrogent ce droit extraordinaire du monopole sur la production d'énergie, il faudrait donc accepter une redistribution de la production énergétique dans ce pays. Anthropologie, c'est la définition littérale, c'est qu'est-ce qui fait de nous des hommes et qu'est-ce qui est au fond acceptable pour qu'on puisse encore vivre entre êtres humains et en société. Comment maintenir une humanité de l'homme dans une technonature au fond où chaque pas que l'on fait, chaque litre d'air que l'on respire, chaque légume du jardin que l'on consomme est devenu un mal contaminant. C'est une nouvelle condition humaine en fait. Si le monde de la modernité découvert par Christophe Colomb par exemple est le monde en expansion, le monde de Tchernobyl c'est un monde en régression, un monde qui est de moins en moins habitable, un monde qui se réduit ou qui ne fait plus place à l'homme ou qui lui fait une place en tout cas des plus problématiques. On ne pourra pas retrouver le sens de la société et d'un vivre ensemble durable sans une remise en cause ou en tout cas à tout le moins une remise à plat radicale et totale de tout le processus de développement. En France, un animal qui n'est pas étiqueté comme ça, on va vous le saisir, on va l'abattre. Bon alors, ils ont un bon moyen de persuader les éleveurs de les étiqueter, c'est que bon, on touche quelques primes. Bon là, moi personnellement, je ne touche pas parce que j'ai pas beaucoup de vaches, quoi, mais donc par les primes, vous ne touchez pas les primes si les vaches ne sont pas étiquetées. Aujourd'hui, les moutons sont étiquetés, pareil. Et il faut savoir que d'ici 2 ou 3 ans, ça ne sera plus des étiquettes, ça va être des puces électroniques. Avec des puces électroniques qui vous permettent après, bon, de suivre n'importe quel être vivant par satellite, n'importe où dans le monde. Enfin, c'est une dérive, on ne sait pas où on va, quoi. Mais bon, je pense qu'avec les primes, s'il n'y a pas de réaction, on va arriver à rendre obligatoire les puces électroniques sur tous les animaux. Pour les humains, aujourd'hui, il y en a qui proposent ça pour entrer dans une boîte de nuit en Espagne sans avoir à sortir son portefeuille. Bon, c'est devenu une mode. Il y en a qui préconisent ça pour que les parents trouvent plus facilement leurs enfants. On a la police en permanence pour savoir où sont ces enfants. Si la rendait obligatoire sur les humains, je pense que socialement, ça ne serait pas accepté. Aujourd'hui. Mais on est sur une dérive policière, sous prétexte de sanitaire, sous prétexte de santé des animaux. Puis après, ça sera sous prétexte de santé des gens. Après tout, la police, on va dire, oui, il y a des problèmes de sécurité, fichage de l'ADN, enfin, on va sur un truc qui est complètement pire qu'orwellien, quoi. Et on sent que petit à petit, socialement, ça finit par être accepté, quoi. Alors, on peut voir souvent des concordances entre les politiques sanitaires et les intérêts de certains. Bon, déjà, ce fichage systématique des animaux avec les boucles, demain avec les puces électroniques, c'est très intéressant pour tous les gros acheteurs qui veulent imposer la traçabilité partout. Moi, en vente directe, la traçabilité, c'est ma figure, c'est moi, quoi. J'ai pas besoin de marquer tout en permanence. Mais bon, moi je ne les mettrai pas, je suis en fin de carrière, j'arriverai toujours à la retraite, mais qu'est-ce qui va se passer pour les jeunes qui ont des troupeaux derrière, hein? Ils sont nombreux à refuser. Il y a la médecine évidemment qui s'intéresse aux nanotechnologies. On nous dit qu'on va faire des mini-missiles qu'on enverra dans le corps pour détruire des tumeurs ciblées. Et puis on pourra aussi marier l'inerte et le vivant. On nous parle de débouchés dans l'automobile par exemple, dans l'aérospatial, etc. Et ces puces-là, on envisage d'autres usages pour elles. Par exemple, ça a déjà été utilisé dans des grands magasins américains sur les étiquettes intelligentes. L'idée, c'est quoi? C'est la traçabilité des objets et des gens. Le sommet de tout ça, c'est les micropuces sous-cutanées. Donc c'est quoi? C'est une puce qui est grosse comme un grain de riz. C'est commercialisé déjà par une boîte américaine sous le nom de Verichip. Et donc on l'injecte dans le bras avec une seringue. Et puis alors après c'est formidable parce que ça a plein d'utilisations possibles.
Dans certaines banques australiennes, on puce les employés pour leur donner accès au bureau. Si on n'a pas la puce, on rentre pas. Ça remplace le badge, quoi, en fait. Les projections futures de ça, pour des gens qui réfléchissent à ces sujets, c'est de dire demain, toutes nos informations personnelles, ça sera là-dessus, et qui n'aura pas sa puce sera sans papier, quoi. Ce sera l'équivalent des sans-papiers. Avec ce détail aggravant supplémentaire, qui sera probablement criminel de se balader sans puce. Oui, mais être sans papier, c'est déjà un délit, quoi. Souvent, quand on intervient dans des débats et qu'on parle de ça, quand même, les gens expriment soit une surprise parce qu'on ne leur avait jamais dit. Donc c'est arrivé que des personnes dans le public disent mais enfin, comment ça se fait que ces informations-là, on les obtienne de la part de gens qui sont dans le public et non pas de la part des conférenciers qui sont censés nous informer sur les nanotechnologies. Et la deuxième chose, c'est oui, à la fin des débats, ils viennent nous voir et ils disent c'est terrible, qu'est-ce qu'on fait, etc. Mais ça va pas plus loin parce que dans cette ville, un habitant sur 5 travaille soit dans la recherche, soit dans l'enseignement supérieur, dans les laboratoires, etc. On a besoin d'avoir des gens qui ont des compétences scientifiques, mais qui voient le mal, qui commencent par se dire qu'ils vont voir le mal, qui vont ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on va leur dire, qui vont être suspicieux au sens noble du terme, face à telle ou telle pensée dominante ou face à telle innovation, et que donc c'est il faut pas que des paranoïaques. Et là c'est un complot. Voilà, vous voyez, raison d'être paranoïaque. Vous pensez qu'il est nécessaire d'être paranoïaque pour s'alarmer de l'état de l'environnement et des dangers qui nous entourent? Je pense que la paranoïa est utile, quoi. Quand je dis la paranoïa, les psychiatres hurleront parce que c'est pas ça. Mais effectivement, je pense que on a besoin de gens dans un organisme comme le nôtre, comme face à Sanoin, qui pointent et les dysfonctionnements et les dangers et qui partent d'un a priori qui est éventuellement un a priori négatif. Et que, voilà, mais que la société c'est comme les trucs vivants, que ça marche que s'il y a force contre force. Donc il faut qu'il y ait des gens qui poussent au progrès face à des gens qui poussent à sa maîtrise, et que c'est de cet équilibre fécond que peut sortir le fait qu'il y a des progrès qui sont bénéfiques et qu'on est content de ne pas avoir arrêté, et qu'il y en a d'autres qu'on regretterait de ne pas avoir arrêté. Voilà. Vous y croyez encore, la possibilité de trier dans le progrès les bons côtés des mauvais côtés? Je crois encore à la possibilité de... Oui, je crois encore à ça, oui. Oui, oui. Même pas systématiquement, mais je pense... Oui, oui, je crois à ça, oui, sinon... Oui, oui. Ici, il y a encore quelques vieux qui ont fait partie des maquis, des gens qui sont montés dans le Vercors ou quoi, des résistants, quoi. Et ils disent, on était mômes, mais en fait, ce qu'on savait faire, c'était dire non. C'était juste ça, quoi. C'était dire non, parce que quand on peut pas dire oui, il faut dire non, et puis c'est ça d'exister. Je pense que c'est ça aussi, juste ça, de dire on n'est vraiment pas du tout sûr
d'inverser le cours des choses. Mais au moins, on n'aura pas acquiescé. Et voilà, après, chacun pour soi décide jusqu'où il se soumet et à partir de quand il refuse, quoi. Et au moins, on n'aura pas acquiescé. Voilà, c'est pas forcément une consolation, mais c'est... C'est cette grue qui était occupée le 14 décembre dernier. Donc ici, il y avait 6 occupants qui étaient montés nuitamment, enfin, au petit matin dans la grue et qui avaient accroché 2 banderoles qui disaient nanotechnologie maxi contrôle et on arrête tout. Et puis là, devant, sur le parking, il y avait une 40aine de personnes qui distribuaient des tracts à la population et aux voitures qui s'arrêtaient au feu rouge. Et la grue était occupée à 6 h du matin. À 7h30, toute la ville était au courant. Entre les distributions de tracts, les radios, les diffusions électroniques, tout le monde le savait. This parliament was built for the Austro-Hungarian Empire, so it's a very big parliament. It's a huge parliament for the size of the country. The Americanization. We're in Kuala Lumpur last time, and we found that the shops were exactly like on Aberdeen High Street. Union Street. To you. Egészségedre. Egészségedre. The interviewer asked me, would you eat it? I said no, if I could avoid. I certainly would not eat it. Proper science is this one gene, one protein theory. Therefore, it needs to be looked in very, very seriously, because if you are using an idea that has been proved to be wrong, then the most fair-minded person will draw the conclusion that probably the products will be wrong as well. So we need more and more assurances that whether it is right or wrong. But if you are just simply, because of financial restrictions, you just say that, oh, we don't need this because these are safe, who the hell tells them? Is it God telling them that it is safe? The reason why I'm going, we are going, because there will be a 14-week course on the possible dangers of genetic engineering. The course will go into details of what
are the possible dangers and how to do risk analysis, what we should do before any genetically modified crop is allowed into the human food chain. And this is a unique course because there is no such course anywhere else in the world. Театр комедии Санкт-Петербурга представляет Игоря Дмитриева и Энну Сиганшину в спектакле «Милый лжец». 11 марта, Дом офицеров. 276 75 74 609 09 18. La théorie des faibles doses, peut-être faut-il rappeler de quoi il s'agit, est que tout simplement, ce que l'on ingère comme radionucléides en mangeant, même hors de la zone contaminée, n'est-ce pas, est-il porteur de générateurs de pathologies particulières? Alors, un certain nombre de scientifiques, dont Bandajewski, ont commencé à travailler sur ce problème et en ont déduit que c'était bien le cas. Alors c'est quelque chose qui est assez difficile à appréhender parce que d'habitude, pour les profanes comme moi, voilà, l'irradiation, les choses comme ça, hop, c'est cancer de la thyroïde, point, c'est tout. Non, s'il y a un problème. Sur le Courberia va tout droit à la place Saint-Bruno, qui au début du siècle dernier était le bastion ouvrier, c'est de là que partaient toutes les manifestations. Et maintenant, c'est le quartier qui est en train d'être boboisé, technifié par l'arrivée de tous les ingénieurs, techniciens, chercheurs qui vont travailler à Minatec à côté. Bienvenue à Grenoble. À Grenoble, au fond, c'est le Vercors. Tout le monde est d'accord sur l'objectif, que ce soit la gauche, la droite, les écolos. Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que la technoscience ici tient la place que tenait le charbon autrefois dans le Pas-de-Calais, l'acier en Lorraine, la viticulture dans le Bordelais, et je ne sais pas quoi. Elle a une position plus que dominante, c'est presque un monopole. L'information, elle n'est pas secrète, mais elle est tellement discrète que si on n'est pas professionnel, si on n'est pas directement concerné de par son activité professionnelle, de scientifique ou d'industriel ou d'élu politique, eh ben, il y a peu de chances qu'on n'en sache rien. On le sait après coup, on le sait quand c'est fait. Le Dauphiné, enfin le Daubé on dit ici, le Daubé pendant 4 ans n'a pas publié une ligne de critique ou de la moindre prise de distance par rapport soit au projet Minatec, soit aux nanosciences et aux nanotechnologies en général. C'est vraiment une chape de plomb. Finalement, on fait un peu ce que faisaient les Russes de l'époque soviétique, quand ils lisaient les Izvestia, la Pravda ou Traud, et entre les lignes, dans ce qui était dit, dans ce qui n'était pas dit, à force de recoupement, ils comprenaient à peu près l'état des affaires. Bon, c'est ce que nous avons fait sur notre ville, sur notre technopole. Ensuite, ces informations, on les a reliées entre elles, parce que les faits ne parlent pas d'eux-mêmes. Si les faits parlaient d'eux-mêmes, Grenoble serait à feu et à sang. Donc voilà, là on est juste derrière le quartier Europol, sur le chantier Minatec. De faible dose, c'est la faible dose chez un enfant qui vit dans une région contaminée, qui va provoquer des problèmes cardiaques, des problèmes oculaires, toutes sortes de choses qu'on n'associe pas, du moins, aux pathologies issues du nucléaire. Le professeur Bandajewski, en soulevant ce lièvre-là, a évidemment pas mal inquiété de gens sur place. On voit pourquoi. Si les faibles doses sont dangereuses,
il est évident qu'on ne peut pas rester sans avoir de faibles doses. Et par conséquent, il faut partir. Et on voit assez bien comment une théorie pareille n'est pas bien accueillie par les autorités biélorusses, parce que tout simplement, ça fait du problème quelque chose qui est quasiment insurmontable. Alors maintenant, à l'étranger. Alors à l'étranger, je dirais que cette théorie des faibles doses, encore une fois, autant que je le sache, est controversée, mais elle n'est pas plus controversée que n'importe quelle autre théorie scientifique. C'est-à-dire que moi j'ai entendu des spécialistes français me dire faible dose, je veux bien qu'on m'explique, qu'on me donne des résultats, et je suis prêt à y croire. Конечно, вот все наши действия направлены, чтобы чем-то людям помочь. Но по-хорошему, если бы я вот мог принимать решение, я бы всю молодежь забрал бы и увез в новый район. Вот поэтому, значит, конечно, пока люди живут, надо здесь, чтобы и врачи, и учителя, надо помогать. Я считаю, вот это как поле боя, отсюда врач, учитель, социальный работник, они должны уходить последними. Я слушал ее замечание, говорит, что что-то дети стали хуже соображать. Но мои украинские коллеги установили, что цезий имеет токсичность, и попадая в кору головного мозга на уровне нейронов, электрические сигналы выходят медленнее. То есть не потому, что дети там тупые, а это мы их загрязнили средой. Я думаю, что очень богатое ведомство, так сказать, МАГАТЭ, Международное агентство по атомной энергии, оно может заказать такие проекты, которые связаны в основном собрать информацию, показать, что нет больших последствий, потому что если бы дали правду у нас, то я думаю, что большинство стран начали бы сворачивать развитие атомных станций. The other point I made was that was the real that was the real killer. I said that we have the laboratories, we have the laboratory animals to test the safety or the lack of safety of genetically modified foods. We should not use our fellow citizens as guinea pigs. And everybody understood the message. There's no problem about it. I didn't say anything. I was accused of disclosing things without peer review and publishing it on television. But I never disclose any data or any real research work. When you have 150 seconds, 12 sentences, that you really have to give the punchline. And that was it. And they would never forgive me for that. The basic problem, I think, that so much money is invested in the technology, because it sounds so wonderful and so simple, that if you want to produce, let's say, a cold-resistant plant, you just take the gene which will make it cold-resistant, you insert it, and that's it. What a big business. What an excellent idea. Wouldn't it be nice to be able to grow strawberries on the North Pole, or tea in France, and cocoa instead of importing it, and you just have to transfer this or that gene. It's made out so easy. So it's very easy to get venture capital from the banks for developing the product. But when you get there and when you develop your product and it's not so nice and there are some problems, you rather keep quiet about it because you still want to have more money to develop it properly. But the bank who provided with you money want to have a quick buck, a quick profit. So if they figure out that, okay, you did something, but there are side effects, they are not so keen to advertise the side effect because then you can't sell your product.
so they won't get the profit back. My view was at the time, and it still is, and it's been just reinforced, because of the technology they are using is based on something which is not proper, not